Je crois que par respect aux compatriotes qui sont arrivés à temps, nous sommes obligés de commencer nos échanges. Voilà. Je commence par me présenter, parce que nous devons quand même savoir qui est la personne qui est devant vous. Je m'appelle Manara Didi, Manara Linga Didi. À la base, je suis médecin. Donc, je suis docteur Didi Manara. Dans notre pays, j'ai eu à assumer plusieurs fonctions. J'étais gouverneur en 2006. Au Maniema, j'étais élu. Puis après, je suis allé à l'Assemblée nationale, où j'ai été élu 3 fois comme député national. Et récemment, au Parlement, lorsque le FCC était majoritaire, j'étais le coordonnateur du FCC, donc président du groupe parlementaire PPRD au Parlement, et par conséquent, coordonnateur du FCC. Mais quand le FCC a basculé dans l'opposition, j'étais devenu le porte-parole de l'opposition au Parlement. Donc, la personne qui est devant vous là est dans les rouages de la politique de notre pays. Et pour faire avancer la démocratie, j'avais opté d'aller à la CENI pour que toutes les composantes soient représentées au sein de cet organe, l'appui à la démocratie et ainsi avancer. Et je suis marié et père de 5 enfants et grand-père de 3 enfants. Donc je crois que en disant ainsi, je suis connu. Voilà. Nous allons nous focaliser sur un point essentiellement. Nous avons programmé plusieurs points, mais un point sera central. C'est le point qui concerne les conditions d'éligibilité pour la réception de la carte d'électeur. Quelles sont les conditions ici, dans la diaspora? Quelles sont les conditions qui sont requises, déterminées par la loi, pour que vous soyez accepté par le centre d'inscription pour qu'on vous donne votre carte d'électeur? Mais au-delà de ça, s'il y a des questions sur les innovations sur la loi électorale, nous sommes prêts à vous répondre à cette question. Et nous serons appuyés évidemment par les experts de la CENI qui m'entourent. Est-ce que vous pouvez vous lever? La CENI, ils sont venus de la RDC. Il y a également M. Issa qui est là. Merci beaucoup. Donc, merci. Ils sont jeunes, mais ne vous méfiez pas, c'est une équipe de vraiment experts de très très haute qualité. Voilà. Je serai obligé de me lever. Est-ce que tu peux balancer? Avant de commencer, je m'aimerais dire ceci. Notre constitution ne prévoit plus la prise du pouvoir par les armes ou par la force. Il n'y a qu'une seule voie, c'est le vote. Et pour la première fois, la centrale électorale a pu intégrer, au-delà des limites de notre pays, cet exercice démocratique en dehors du pays. Et je crois que lorsque j'étais ici en octobre, je vous avais dit pourquoi on avait arrêté 5 pays dans un premier temps. Les 5 pays qui seront concernés par l'enrôlement et par le vote sont la Belgique évidemment, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Pourquoi ces pays dans un premier temps? D'abord, nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons même pas le budget, nous ne maîtrisons pas tous les paramètres pour intégrer les plus ou moins 66 représentations de notre pays à travers la planète. C'est très compliqué. De deux, nous avons choisi les pays où la CENI peut ou pouvait avoir des facilités du point de vue de l'administration. C'est d'abord le mouvement de notre matériel, parce que nous avons un matériel très sensible, le mouvement de notre personnel, l'acquisition des visas, donc des titres, et tout ça. Donc les 5 pays précités ici ont été avec nous autour d'une table et nous ont garanti plus ou moins facilement toutes ces facilités-là. Voilà pourquoi nous sommes ici. Mais il y a des pays, par exemple, qui pouvaient dire non, vous ne pouvez pas passer avec vos machines à voter, nous devons fouiller avec nos experts. Bon, vous voyez,
Ça, ce sont des données ultra sensibles. On ne peut pas regarder avant qu'on ait publié les résultats. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent d'abord voir nos résultats. Ça, c'est totalement inadmissible. Voilà pourquoi on a commencé d'abord par ces 5 pays avant d'aller ailleurs. Alors, voilà pourquoi j'aimerais exhorter quand même la diaspora pour dire, si nous voulons sanctionner les autorités, je n'ai pas de la sanction positive ou négative, mais c'est à travers le vote. Je crois que c'est civilisé. Cette histoire-là de crier sur la rue et tout ça, je ne pense pas que c'est efficace pour changer de manière fondamentale la gouvernance chez nous. Je ne pense pas. Je crois que l'arme que la CENI vous amène, la carte d'électeur, peut changer les choses. Positivement ou négativement. Si les dirigeants ont bien travaillé, eh bien on les reconduit. S'ils n'ont pas bien travaillé, eh bien on les sanctionne. C'est par la carte d'électeur. Bon, alors, faire des manifestations pour que les gens n'aient pas la carte d'électeur, je crois que c'est un acte totalement incivique et peut-être inadmissible pour le moment, parce que les choses ont évolué. Alors, au pays, nous avons suffisamment avancé avec l'enrôlement des électeurs. Nous avons scindé le pays en 3 aires opérationnelles. La première aire opérationnelle, qui concerne toutes les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, c'est-à-dire la province de l'Équateur, le Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, la Mongala, la Chuapa, ainsi que les provinces de l'ancien Bandundu, Kwango, Kwilu, Maïndombe, et la ville-province de Kinshasa. Ces 10 provinces où nous avons commencé l'enrôlement, nous avons commencé le 24 décembre, et nous avions fixé d'abord dans un premier temps 1 mois, et puis après nous avons fait quand même une rallonge de quelques 3 semaines. Dans la première ère opérationnelle, on s'attend à la fin, c'est-à-dire dans 3 semaines, on s'attend à enrôler 18 millions d'électeurs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé les 10 millions d'enrôlés. Il y a quelques jours, je crois il y a 1 semaine ou 10 jours, on avait publié 7 millions. Mais maintenant, nous sommes au-delà des 10 millions d'électeurs et nous pensons vraiment que l'objectif est à notre portée, contrairement à ce que les gens racontent. Et bientôt, nous allons lancer ce processus dans la 2e ère opérationnelle, qui a commencé d'ailleurs, le Grand Katanga, c'est-à-dire le Haut-Katanga, la province de Tanganyika, les Olomami, ainsi que les Lualaba. Et la grande province du Kasaï. Kasaï central, Kasaï oriental, la province de Lomami, ainsi que la province de Sankourou. Nous avons commencé également dans cette 2e ère opérationnelle et ça prendra également 1 mois. Et enfin, ça sera la 3e ère opérationnelle qui sera constituée de l'ancien Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que les anciennes provinces, les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, la Chopo, ainsi que l'Ituri. Et ainsi, on aura bouclé cette opération d'enrôlement. Nous nous attendons au pays à enrôler à peu près 50 millions d'électeurs. Pour le cycle passé, on avait enrôlé 40 millions, mais avec la progression, nous nous attendons à plus ou moins 50 millions maintenant. Et nous pensons que nous sommes capables de le faire, quel que soit le retard avec lequel nous avons commencé cet exercice, et ce retard qui était dû à des tractations entre politiques, mais également entre nos chefs spirituels. Vous voyez, pour désigner le président Kadima, ça a dû prendre 2 ans et 6 mois. Et ce retard-là, vous voyez, vous-même, vous êtes des planificateurs. Pour rattraper un tel retard, il faut vraiment beaucoup de gymnastique intellectuelle capable vraiment de le faire. Et nous sommes, en tout cas, nous sommes en train de le faire, progressivement. Alors, comment on a procédé? On a fait évidemment la cartographie des sites d'inscription pour savoir où sont les électeurs, où est-ce qu'on peut les trouver. Au pays, l'entité de base, c'est le groupement. Donc, on a nos centres d'inscription dans tous les groupements de notre pays. Nous avons dû envoyer nos préposés à l'identification des centres d'inscription sur toute l'étendue du territoire national et ils nous ont ramené des données vraiment fiables, géolocalisées, et toutes ces données sont dans nos machines. Et je crois que ceux qui viennent s'enrôler ici, lorsqu'ils se perdent en termes de territoire,
des groupements, ou même des villages, ce sont nos machines ici qui les aident. Il suffit seulement de connaître votre groupement et on vous cite les villages, c'est tel village et tout ça. Tout ça, c'est pour vous dire que nous maîtrisons parfaitement la géographie de notre pays. Et pour la session passée, le mandat passé, nous avions à peu près 17 000 centres d'inscription. Mais nous nous avons dit, bon, pour récupérer tout ça, nous devons absolument accroître le nombre de centres d'inscription pour avoir la chance d'accroître le nombre d'électeurs. Alors nous sommes passés de 17 000 à 22 500 centres d'inscription, 22 700 d'ailleurs. Donc on a ajouté plus ou moins 5 000 centres d'inscription. Et cet ajout ne s'est pas fait au hasard. Ce que nous avons fait au niveau de la CENI, c'est que nous avons interrogé la société savante, c'est-à-dire nos professeurs d'université, nos géographes, les statisticiens et les autres qui sont venus pour nous aider, pour dire mais on procède comment? Alors ils ont mis au point un algorithme. Alors, cet algorithme a intégré à peu près 10 variables. D'abord la démographie, les limites naturelles. On ne peut pas mettre un centre d'inscription au-delà d'une grosse rivière, mais comment est-ce que les gens vont traverser à la pirogue pour aller chercher la carte? On a dit non. On multiplie, c'est lorsqu'il y a des obstacles naturels de cette taille-là, on place un centre d'inscription. On a tenu compte également des querelles, des conflits interethniques. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de conflits. Pour le moment, on en compte plus de 6 000. 6 000 conflits? Oui, conflits. Oui. Maintenant, on tient compte de tout ça. Bon, les limites, il y a des limites foncières, les conflits fonciers, les conflits de pouvoir coutumier et tout, et ainsi de suite. Donc, on en compte 6 000 à peu près, pour le moment. Alors, nous avons tenu compte de ça. Vous ne pouvez pas mettre deux communautés en conflit sur un même centre d'inscription. Ils peuvent se battre là-bas. Or, vous savez, les élections, c'est vraiment une occasion d'amener la paix dans la communauté. Et ainsi, nous avons généré ces fichiers qui nous aident là-bas. Et je vous signale que nos machines, par exemple les machines qui sont là, sont géolocalisées. Et que si on prend par exemple ces machines, on les amène en France, elles ne vont pas fonctionner. Oui. C'est pourquoi, même lorsque nous disons, il y a des compatriotes qui viennent de la France, d'Allemagne, vous disent, mais nous venons nous enrôler. On a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'encodage qui a été fait, c'est en fonction des villes de la Belgique. Alors, si vous donnez une adresse de Paris, la machine ne va pas reconnaître. Elle va rejeter, carrément. D'où nous insistons sur la géolocalisation de nos électeurs. Ainsi dit, je vais passer maintenant aux conditions. Je serai obligé de me lever, peut-être passer ici. Je ne sais pas si je vous... Voilà. Il y a 7 questions qui sont généralement posées pour l'enrôlement. La première question, on peut passer. Voilà. Première question, qui peut se faire identifier et enrôler? C'est la première question qu'on pose régulièrement. Deuxième question, quelles sont les pièces requises pour être enrôlé? Troisième question, quelles sont les personnes non éligibles à l'identification et à l'enrôlement? Quatrième question, les Congolais résidant à l'étranger pourront-ils être pris par l'opération de révision du fichier électoral? Cinquième question, quelles sont les dispositions prises pour les personnes vulnérables et les femmes? Sixième question, comment la CENI va se comporter avec les déplacés internes? Vous savez, il y a des conflits partout. Il y a la guerre, il y a l'M23 qui occupe l'M23 évidemment avec le Rwanda, qui occupe une bonne partie de notre pays, mais également à Ituri avec les ADF et ainsi de suite. Comment est-ce que la CENI va se comporter par rapport à ces déplacés de guerre? Et enfin, à quoi sert le prélèvement des empreintes digitales? Ceux qui passent ici, ils voient que nous prenons à la fois les empreintes des 10 doigts, nous prenons la photo, mais nous prenons également les empreintes de l'iris des yeux. Pourquoi tout ça? Oui. Merci beaucoup. Première question. Qui peut se faire identifier et enrôler? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus
à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il s'agit de, ça la loi est là, l'article 8 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC. Il s'agit, des anciens enrôlés, et ça concerne ceux qui sont au pays, hein. Ça ne vous concerne pas. Les anciens enrôlés de 2016 et 2018 en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'électeur. Donc ils peuvent passer avec leur ancienne carte, ils peuvent être enrôlés facilement. Les personnes majeures non enrôlées en 2016 et 2018, il y en a peut-être qui ont raté l'enrôlement cette année-là, ils sont concernés cette fois-ci, on peut les récupérer. Les nouveaux majeurs et les personnes non encore majeures au moment de l'inscription, mais nées au plus tard le 31 décembre 2006. Vous voyez que si on a 31 décembre 2006, par exemple, si les élections, comme les élections auront lieu cette année, ceux-là ont 17 ans, n'est-ce pas? Mais ils auront 18 ans en 2024. C'est à l'horizon 2024 parce que nous comptons, nous, organiser les élections locales. Donc, au-delà des élections présidentielles, la députation nationale provinciale, la sénatoriale des élections de gouverneurs, nous allons passer également aux élections locales cette année, mais on va les organiser en 2024. Et ces gens-là, ces jeunes-là auront 18 ans en 2024. Alors, comment ça sera? Dans notre fichier, pour les élections de 2023, on va les écarter. Leurs noms ne vont pas apparaître sur la liste des électeurs. Mais les noms vont apparaître en 2024 parce qu'ils auront atteint leur majorité de 18 ans. Voilà. On peut passer? Ça, c'est la première question. Quelles sont les pièces requises pour se faire enrôler? Ici, ça concerne les compatriotes qui sont au pays. Pour justifier l'identité, l'âge et la nationalité des électeurs, sera prise en compte, en considération, l'une des pièces ci-après. L'acte de naissance, sa copie certifiée conforme, son extrait ou le jugement supplétif à l'acte de naissance. Donc, c'est d'abord l'acte de naissance. Bon, croyez-moi, ils ne sont pas très nombreux qui ont l'acte de naissance chez nous. Là, nous vous le disons parce que c'est la loi. Le certificat de nationalité ou l'attestation en tenant lieu, il faut en avoir. Je vous dis qu'ils ne sont pas très nombreux non plus. La carte d'électeur de 2016-2018, délivrée par la CENI. Il faut avoir cette carte d'électeur, puisque nous insistons, délivrée par la CENI, pourquoi? Parce que nos cartes d'électeurs ont été piratées, essentiellement par les Angolais, par les Rwandais, les Burundais. En fait, les pays qui nous entourent. On ne sait pas comment ils aiment beaucoup notre nationalité. Alors que nous méfions souvent de leur nationalité. Mais alors, vous allez trouver beaucoup de nos cartes là-bas. Mais lorsque on prend ces cartes-là, on les amène dans nos machines, nos machines ne les reconnaissent pas. Et d'ailleurs, lorsque ces gens-là arrivent à la CENI avec de telles cartes, nous les prenons, nous les amenons en justice. C'est ce que nous faisons. Donc nous sommes en train de récupérer toutes ces personnes-là. Parce que toutes ces cartes-là n'ont pas de numéro de série, n'ont pas nos spécifications, n'ont pas nos secrets d'encodage à l'intérieur, n'ont pas ça. Et c'est pour ça, facilement, nous les récupérons. Le passeport national en cours de validité, c'est une autre pièce qui est valable. Nous insistons sur la validité du passeport. Le permis de conduire en cours de validité, c'est aussi une pièce qui est acceptée. La carte d'étudiant ou la carte d'élève en cours de validité, c'est encore une pièce qui est acceptée. La carte, l'ordonnance du président de la République conférant la nationalité par naturalisation. Donc, il peut y avoir des gens qui demandent la naturalisation. Il faut qu'il y ait cette ordonnance du président de la République. Et cette pièce est acceptée. Le livret de pension congolais délivré par la CNSS. C'est aussi une pièce qui est acceptée. À défaut des pièces requises, il peut y avoir que un requérant n'a aucune de ces pièces. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, nos vieux, nos papas qui sont, nos tantes, nos oncles qui sont au village. La loi dit, à défaut des pièces requises, le témoignage écrit des 3 témoins déjà inscrits dans ce centre d'inscription, contresigné par l'autorité locale. C'est-à-dire, la personne peut venir, je suis dans un village, je suis à Moueta, par exemple, je ne prends qu'un exemple.
il faut que la personne vienne avec toi, déjà personne enrôlée dans ce centre d'inscription, mais également avec le chef du village ou le chef des quartiers, qui doit témoigner, dire non, non, c'est monsieur ici, vraiment, oui, c'est monsieur, vraiment, il est originaire d'ici, tout le monde le connaît ici. À ce moment-là, vous remplissez ces documents, vous pouvez être enrôlé chez nous. Voilà. Troisième question. Non, répète. Tu passes à la quatrième. Quelles sont les personnes non éligibles en enrôlement? Donc les personnes qui ne peuvent pas être acceptées pour l'enrôlement. Ne peuvent pas être inscrits sur la liste des électeurs les mineurs d'âge, évidemment, qui n'auront pas 18 ans à la date du dernier scrutin du cycle électoral. Aujourd'hui, là, j'ai vu un jeune homme qui est né, c'était le 1er novembre, qui l'a enrôlé. Il n'est pas là. Il était né le 1er novembre 2006. C'est bon. Parce que la date limite, c'est le 31 décembre 2006. Donc il avait 17 ans. Mais en 2024, il aura effectivement 18 ans. 23, 24. Pardon? En 2024. J'ai expliqué? On vote le 30. Les élections en 2024. Après les 18. Oui. Ah, ils votent pas les 30, ils votent. C'est ce que je venais d'expliquer. Ils s'enrôlent maintenant. Il s'enrôle maintenant, mais pour les élections de 2023, il ne va pas voter, parce qu'il n'aura pas 18 ans, il aura 17 ans. Donc son nom ne va pas s'afficher sur la liste, parce que nous affichons la liste des électeurs. Même vous, quand vous allez voter ici, parce que vous allez voter le président, vous verrez vos noms qui seront affichés. Oui, oui. Il y aura une liste d'émargement où on doit vous retrouver. Tel que vous enrôlez la liste, nous gardons le fichier. Oui. Pour voter, il faut que vous soyez. Parce qu'on doit connaître le nombre d'électeurs. Ils doivent être connus. C'est ça. Et on affiche. On affiche. Donc ces mineurs d'âge-là, qui ont 17 ans maintenant, en 2024, ils auront 18 ans, parce qu'ils n'en ont pas enrôlé plusieurs fois. Ça coûte énormément cher. Les personnes frappées d'une incapacité mentale totale, médicalement prouvée, bon, des fous, quoi, entre guillemets. Vous allez donner à un fou qui veut voter, c'est compliqué. Donc la loi d'ailleurs les exclut. Les personnes privées par décision judiciaire irrévocable de leurs droits civils et politiques. Si quelqu'un est condamné, il est privé de ses droits civils et politiques, il ne peut pas s'enrôler, il ne peut pas voter non plus. Les personnes déchues de la nationalité congolaise, ils ne sont plus congolais, qu'est-ce qu'ils viendront faire? C'est la question que j'ai posée à quelqu'un ici. Il dit, mais moi je suis belge. Moi je dis, qu'est-ce que vous voulez faire alors ici? Ici c'est pour les Congolais. Hein. Maintenant nous sommes regardants par rapport à notre nationalité. Vous savez, l'acte que nous faisons là, la carte d'électeur que nous donnons, c'est pratiquement la nationalité que nous donnons. Voilà pourquoi nous sommes très regardants. Nous filtrons. Le personnel que vous voyez là sont formatés comme ça. Donc ils contrôlent tout. Ceux qui sont passés par ici savent de quoi je parle. Les militaires et les policiers actifs, ils ne sont pas éligibles pour l'enrôlement. Merci, je peux passer. Les Congolais résidant à l'étranger seront-ils pris en charge par la révision du fichier électoral? Là, on arrive maintenant à la matière qui vous concerne directement. Pour les Congolais résidents, nous insistons sur on ne parle pas des vivants, parce qu'on pouvait dire également les Congolais vivants. Mais la loi dit les Congolais résidents. Pour les Congolais résidant à l'étranger, il sera procédé à l'installation d'un centre d'inscription par ambassade ou représentation diplomatique. C'est au niveau de l'ambassade. Parce qu'il nous a été posé plusieurs questions. Il dit, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas multiplier les bureaux, les centres d'inscription? La raison, voici la raison. C'est que les actes que nous posons ici, ou l'acte que nous posons ici, c'est un acte de souveraineté qui ne peut être posé que sur le sol congolais. Donc nous ne pouvons pas aller enrôler dans une école quelque part, ce n'est pas possible, nous ne sommes pas au Congo. Donc nous ne pouvons pas multiplier ça. C'est la notion de la territorialité des actes juridiques. Nous ne pouvons poser ces actes qu'ici, à l'ambassade, ou dans une de nos représentations. Ou alors, si les deux gouvernements s'entendent, et il y a des papiers qui signent pour dire non, là, à cet endroit-là,
c'est un peu une extension de l'ambassade, si ça se passe. Si ça passe, on peut le faire. Mais pour l'instant, en tout cas, ici, en Belgique, nous ne pouvons faire ce travail qu'ici. On m'a même posé la question sur la sensibilisation. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller sensibiliser à Matongé? On dit, nous ne pouvons pas. Parce que la sensibilisation, c'est également un acte. Nous ne pouvons pas aller poser des actes là-bas. Nous posons des actes de souveraineté. Il n'y a qu'entre vous, les associations, qui pouvaient le faire, mais pas nous, comme institution, la CENI. Nous posons nos actes ici, sur le sol congolais. Pour être enrôlé, en étant résident, 1. Il faut avoir 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral. C'est en 2024. C'est ce que je venais de dire. Donc il faut avoir 18 ans en 2024. Deuxième condition, avoir la pleine jouissance de ses droits civils et politiques. Donc si vous êtes un réfugié, vous ne pouvez pas vous enrôler. Et d'ailleurs, si on remarque que vous êtes un réfugié, on vous prend. Parce que vous êtes privé de vos droits. Avoir un passeport congolais en cours de validité. Avoir un passeport congolais en cours de validité. Beaucoup de nos compatriotes oublient parfois. Parce que ça fait longtemps qu'ils ne vont plus au pays. Ils oublient que le passeport a expiré et tout ça. Et puis ils viennent avec ça. Ils disent, mais j'ai un passeport congolais. Ils disent, mais est-ce qu'il est encore valide? Alors, si vous n'avez pas de passeport congolais valide, la loi dit, ou disposer d'une carte consulaire. C'est-à-dire que vous êtes en train, vous êtes dans les démarches d'avoir votre passeport. Et ici, on a eu des facilités, et pour ça, je remercie sincèrement son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Lorsque vous venez ici, pour l'enrôlement, et que vous avez un passeport qui n'est plus valide, on vous offre gratuitement une carte consulaire. Ça, c'est le message qu'il faut vraiment aller répandre. Lorsque vous venez pour l'enrôlement, mais lorsque vous venez pour chercher la carte, donc le passeport, là, vous payez comme d'habitude. Mais si c'est pour l'enrôlement, on vous donne un document qui vous permettra de vous faire enrôler. Chacune des pièces, ça ce sont les premières pièces. Chacune des pièces énumérées ci-dessus est présentée cumulativement avec soit une carte ou une attestation de résidence, soit une carte de séjour en cours de validité. En fait, le principe, c'est lequel? Le principe est simple. Il faut être en ordre avec la législation du pays d'origine, du Congo. Et pour être en ordre avec notre législation, il faut avoir un passeport congolais en cours de validité ou une carte consulaire. Cumulativement, maintenant, il faut être en ordre avec les documents de votre pays d'accueil. Et ici, ce sont les pièces qui sont là. En fait, c'est votre titre de séjour. Il faut qu'il soit valide aussi. Voilà. Pour les Congolais résidant à l'étranger, il s'agit d'une opération pilote sur 5 pays, Belgique, Canada, France, Afrique du Sud et États-Unis. Je crois que je l'ai dit ici précédemment. On peut passer. Alors, quelles sont les dispositions que la CENI a prises pour les personnes vulnérables et les femmes? Pour faciliter l'identification et l'enrôlement des personnes vulnérables, le président du centre d'inscription. Où est notre présidente? Maman présidente? Elle est là? Oui. Elle peut venir parce qu'il faut que... Maman Tibola. Voilà, votre présence est souhaitée. Voilà, c'est elle la présidente de notre centre d'inscription. Donc, voilà, donc c'était pour vous présenter aux compatriotes que c'est elle notre présidente du centre d'inscription. Lorsque nous serons partis, parce qu'après l'expertise, lorsque nous aurons constaté qu'ils ont atteint la maturité en termes de livraison des cartes, nous allons les laisser. Mais c'est elle qui va rester ici comme présidente du centre. Merci, madame. Merci. Voilà. Donc, pour faciliter l'identification et l'enrôlement des personnes vulnérables,
le président du centre d'inscription accorde une priorité d'accès à ces dernières. On entend par personne vulnérable toute personne qui nécessite une assistance en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou d'un état de grossesse ou allaitante. Donc, lorsque les gens viennent s'enrôler ici, je crois que ceux qui sont venus ici l'ont remarqué, s'il y a une dame enceinte ou une femme allaitante, elle passe la première. S'il y a une personne malade ou une personne âgée, la personne passe la première. Ici, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais chez nous, c'est très compliqué. On a vu les femmes allaitantes avec des bébés, mais on a trouvé qu'un seul bébé appartenait à plusieurs femmes à la fois. Hein. Vous voyez le bébé, il y a une femme qui vient avec le bébé, c'est le même bébé, et puis après quelques temps, c'est toujours le bébé là qui vient. Ici, mais finalement, bon. Alors là, c'est compliqué maintenant. Comment vous allez dire que ce bébé, à qui appartient le bébé, on le sait. C'est très compliqué. C'est malhonnête, c'est ça. Voilà, ça c'est au Congo. Un peu de malhonnête. Ça peut marcher. Alors, ces personnes-là passent les premières. Les gens sont malhonnêtes. Les centres d'inscription sont ouverts de mardi à dimanche, de 7h à 17h, heure locale. En principe, c'est comme ça. Mais ici, on ne commence pas à 7h parce que l'ambassade ouvre à 9h. C'est pourquoi nous nous conformons aux instructions de l'ambassade, aux pratiques. Nous commençons à 9h. Donc, le centre ouvre de 9h à 17h. Et c'est de mardi à dimanche. Lundi, la journée de lundi, est réservée à nos réunions opérationnelles. Parce que nous devons faire des rapports, nous devons transmettre les données, nous devons voir ce qui n'a pas marché et tout ça. C'est prévu pour lundi. Mais de manière spécifique, spéciale, nous avons travaillé lundi passé parce que cette information, on ne l'avait pas encore livrée. Mais maintenant que nous la livrons de manière officielle, sachez que chaque lundi, ça sera off pour la CENI. Ce n'est pas off parce qu'ils travaillent maintenant en interne. On tient des réunions administratives opérationnelles. Le dimanche, c'est la priorité qui est réservée aux femmes. Donc, en tout cas, la journée du dimanche, c'est pour les femmes. Donc, même si les hommes peuvent venir aussi, mais de manière pointue, c'est beaucoup plus les femmes qui sont attendues les dimanches. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est en fait les femmes qui tiennent les ménages, hein. Celles qui tiennent en fait l'économie de nos maisons. Ça ne nous cachons pas, ne nous volons pas la face. On ne sait pas si c'est la même chose ici. Mais chez nous, c'est la femme qui va au champ, celle qui va à la source, puiser l'eau, celle qui doit mettre, en plus d'avoir puisé l'eau, elle doit mettre l'eau aux toilettes pour que l'homme aille se laver. En plus, elle doit aller préparer pour que l'homme mange, et ainsi de suite. On a dit, bon, dimanche, au-delà de tous ces travaux ménagers, en tout cas, nous réservons cette journée pour les femmes. Oui. 6e question, et c'est l'avant-dernière. Comment la CENI va-t-elle se comporter face aux déplacés internes? Vous savez que notre pays, depuis un certain temps, nous sommes agressés. On faisait une agression par le Rwanda, à travers le M23, à travers le CODECO, à travers... Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans des conditions très, très, très difficiles. Nous allons vous montrer quelques images ici. Vous verrez que vivre en dehors du toit, en tout cas, c'est l'une des difficultés qu'un être humain peut avoir. Imaginez-vous vous-même ici, tel que vous êtes là. La guerre arrive ici, et tel que nous sommes là, nous fouillons. Donc vous ne savez pas où est le mari ou la femme, où sont les enfants. Vous n'avez rien à... Nous fouillons tel que nous sommes là. C'est grave. C'est même très grave. Alors, la CENI a pris des dispositions pour que l'inclusion soit observée. C'est-à-dire que chaque Congolais soit mis au même pied d'égalité. Alors, la Commission électorale nationale indépendante peut, à titre exceptionnel, pour une période qu'elle détermine, établir un ou plusieurs centres d'inscription dans les cas de déplacés, les centres hospitaliers et les centres de détention. Donc, dans les cas de déplacés, lorsque un requérant ne peut pas rentrer dans son domicile habituel, la CENI, s'ils sont nombreux, la CENI peut établir
les centres d'inscription. Mais également, la CENI peut aller jusqu'au niveau de la prison. Mais en prison, il n'y a pas seulement qu'il y ait des condamnés. Il y a également les... Monsieur le juriste, les gens qui ne sont pas encore condamnés, on appelle comment? En détention préventive. Voilà, ceux qui sont en détention préventive, ils ont droit encore au vote. Les malades, par exemple, hospitalisés, ont droit au vote. La CENI peut aller vers eux dans les centres d'inscription, de manière spécifique. Même ici, nous verrons s'il y aura des malades qui nécessiteront, vraiment qui sont en ordre avec notre législation et celle de votre pays d'accueil. La CENI va se déplacer vers eux, ceux qui ne peuvent pas venir vers nous. Nous avons une machine qui est prévue pour ça. Alors, les déplacés internes sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison des conflits armés